Le dossier 113 de Émile Gaboriau, partie 11 du livre audio, chapitre 23. Ainsi qu'il était aisé de le prévoir, ainsi que l'avait annoncé M. Verduret, l'effet de la lettre anonyme de Prosper avait été épouvantable. C'était le matin. M. André Fauvel venait de passer dans son cabinet pour ouvrir sa correspondance quotidienne. Il avait déjà brisé le cachet d'une douzaine d'enveloppes et parcouru autant de communications ou de propositions d'affaires lorsque la missive fatale lui tomba sous la main. L'écriture lui sauta aux yeux. Évidemment, elle était contrefaite. Et bien qu'en sa qualité de millionnaire il fût habitué à recevoir bon nombre de demandes ou d'injures anonymes, cette particularité le frappa, et même, il serait puéril de nier les pressentiments, lui serra le cœur. C'est d'une main tremblante, avec la certitude absolue qu'il allait apprendre un malheur, qu'il fit sauter le cachet, qu'il déplia le papier grossier du café, et qu'il lut. « Cher monsieur, vous avez livré à la justice votre caissier, et vous avez bien fait, puisque vous êtes certain qu'il a été infidèle. Mais si c'est lui qui a pris à votre caisse 350 000 francs, est-ce lui aussi qui a volé les diamants de Madame Fauvel ?» etc., etc. Ce fut un coup de foudre pour cet homme dont la constante prospérité avait épuisé les faveurs de la destinée, et qui, en cherchant bien dans tout son passé, n'y eût peut-être pas trouvé une larme répandue pour un malheur réel. Quoi ? Sa femme le trompait, et elle avait choisi précisément, entre tous, un homme vil à ce point qu'il s'était emparé des bijoux qu'elle possédait et qu'il avait abusé de son ascendant pour la contraindre à devenir complice d'un vol qui perdait un innocent. Car c'était bien là ce que disait la dénonciation anonyme. M. Fauvel fut d'abord terrassé, autant qu'un malheureux qui, au moment où il doit le moins s'y attendre, reçoit sur le crâne un coup de massue. Toutes ces idées bouleversées tourbillonnèrent dans le vide, au hasard, comme les feuilles d'un arbre, en automne, aux premières rafales de l'ouragan. Il lui semblait qu'autour de lui, tout n'était que ténèbres, et qu'un mortel engourdissement paralysait son intelligence. Mais au bout de quelques minutes, la raison lui revint. « Quelle lâche infamie !» s'écria-t-il. « Quelle honteuse abomination !» Et froissant la lettre maudite, la roulant rageusement entre ses mains, il la jeta dans la cheminée, sans feu en ce moment, en murmurant « Je n'y veux plus penser, je ne salirai pas mon imagination à ces turpitudes !» Il disait cela, bien plus, en le disant, il le pensait, et cependant, il ne put prendre sur lui de continuer le dépouillement de son courrier. C'est que le soupçon, pareil à ces vers imperceptibles qui se glissent dans les fruits mûrs, sans laisser de traces de leur entrée, et les gâtent intérieurement, le soupçon, quand il a pénétré dans un cerveau, y grandit, s'y établit, et n'y laisse intacte aucune croyance. Accoudé à son bureau, M. Fauvel réfléchissait, faisant d'inutiles efforts pour recouvrer son calme, la lucidité de son esprit. Si on disait vrai, cependant. À son anéantissement des premières minutes, la colère succédait, une de ces dangereuses colères blanches qui ôtent le libre arbitre, qui jettent un homme hors de soi, qui font commettre des crimes. « Ah, disait-il, les dents contractées par la fureur, si je connaissais le misérable qui a osé m'écrire, si je le tenais !» S'imaginant alors que l'écriture lui apprendrait quelque chose, il se leva et alla prendre dans les cendres le papier fatal. Il le détordit, l'ouvrit, le lissa de son mieux et le plaça sur son bureau. Il s'appliquait à étudier les caractères, concentrant toutes les forces de son intelligence sur un plein ou sur un délié, sur la forme plus ou moins habile de telle ou telle majuscule.
Ceci, pensait-il, doit être l'œuvre de quelqu'un de mes employés dont j'aurais blessé les intérêts ou l'amour-propre. À cette idée, il passait en revue son nombre personnel sans y découvrir personne capable de cette basse vengeance. Alors il se demanda où cette lettre avait été jetée à la poste, pensant que cette circonstance l'éclairerait peut-être. Il chercha l'enveloppe, la trouva et lut. Rue du cardinal Lemoine. Ce détail ne lui apprenait aucun éclaircissement. Une fois encore, il revint à la lettre, épelant, pour ainsi dire, chaque mot l'un après l'autre, pesant chaque expression, analysant la contexture de toutes les phrases. On doit, c'est convenu, mépriser absolument une lettre anonyme, l'œuvre d'un lâche, et n'en pas tenir compte. Que de catastrophes pourtant n'ont pas d'autre origine. Combien de nobles existences ont été brisées, flétries par quelques lignes qu'un misérable jetait au hasard sur le papier. Oui, on méprise la lettre anonyme, on la lance au feu, elle brûle, mais après que la flamme a détruit le papier, le doute reste, qui, pareil à un poison subtil, se volatilise et pénètre au plus profond repli de l'âme, souillant et désorganisant les plus saintes et les plus fermes croyances. Et toujours il en reste quelque chose. La femme soupçonnée, même injustement, ne fût-ce qu'une heure, n'est plus la femme en qui on avait foi comme en soi-même. Le doute, quoi qu'il advienne, laisse sa trace comme la sueur des doigts à la dorure des idoles. À mesure que M. Fauvel réfléchissait, il sentait s'altérer sa confiance, si absolue quelques minutes avant. « Non !» s'écria-t-il, « je ne saurais plus longtemps endurer ce supplice. Je vais aller montrer cette lettre à ma femme. » Il se levait, une pensée affreuse, plus aiguë qu'une pointe de fer rouge dans les chairs, le cloua sur son fauteuil. « Si l'on disait vrai, pourtant, murmurait-il, si j'étais misérablement dupé. En me confiant à ma femme, je la mets sur ses gardes, je m'enlève tout moyen d'investigation, je renonce à savoir jamais la vérité. » Ainsi se réalisaient toutes les présomptions de M. Verduret, ce grand analyste de la passion. Si M. Fauvel, avait-il dit, ne cède pas à l'inspiration du premier moment, s'il réfléchit, nous avons du temps devant nous. En effet, après de longues et douloureuses méditations, le banquier venait de décider qu'il surveillerait sa femme. Oui, lui, l'homme loyal et franc par excellence, il se résignait à ce rôle ignominieux du jaloux, de l'espion domestique, dont les tristes investigations l'avilissent autant et plus que celle qui en est l'objet. Lui, l'homme des violences spontanées, des colères soudaines aussitôt apaisées, il venait de prendre la résolution de se composer un visage impassible, de recueillir une à une des preuves d'innocence ou de culpabilité, d'imposer silence à son ressentiment, de n'éclater, enfin, que lorsqu'il aurait pour lui l'évidence. Il avait, au surplus, un moyen bien simple de vérification. Les diamants de sa femme avaient été, lui écrivait-on, portés au mont-de-piété. Il lui était aisé de s'assurer de l'exactitude de cette assertion. Si la lettre mentait sur ce point, il n'y avait pas à tenir compte du reste. Si au contraire, elle disait vrai. M. André Fauvel en était là, de ses méditations, lorsqu'on vint le prévenir que le déjeuner était servi. Il s'agissait de ne pas se laisser pénétrer. Avant de sortir de son cabinet, il se regarda dans la glace. Il était si affreusement pâle qu'il se fit peur. « Manquerais-tu donc d'énergie ?» se dit-il. À table, il pensait à se maîtriser assez pour éviter toutes les questions dont, pour la moindre des choses, l'accablait la sollicitude de sa femme. Même, il causa beaucoup, il dit des histoires, espérant ainsi détourner l'attention. Mais, tout en parlant, il ne songeait qu'au moyen de visiter le plus tôt possible les tiroirs de sa femme sans qu'elle pût s'en apercevoir. Cette idée le préoccupait à ce point qu'il ne put s'empêcher de demander à sa femme si elle sortirait ce jour-là.
Oui, répondit-elle. Le temps est affreux, mais Madeleine et moi avons quelques courses pressées à faire. Et à quelle heure comptez-vous sortir? Aussitôt après le déjeuner. Il respira fortement, comme s'il lui était soulagé d'une terrible oppression. Dans quelques instants, il allait donc savoir à quoi s'en tenir. Or, si poignante et si intolérable était l'incertitude de cet homme infortuné, qui lui préférait tout, même la plus atroce réalité. Le déjeuner fini, il alluma un cigare, mais il ne resta pas dans la salle à manger, comme il avait coutume de le faire. Il passa dans son cabinet, prétextant un travail urgent. Il poussa la précaution jusqu'à se faire suivre de son fils, Lucien, qu'il chargea d'une commission. Il voulait rester seul à la maison. Enfin, au bout d'une demi-heure, qui lui parut un siècle, il entendit le roulement d'une voiture sous la voûte d'entrée. Madame Fauvel et sa nièce sortaient. Sans plus attendre, il se précipita dans la chambre de sa femme et ouvrit le tiroir du chiffonnier où elle serrait ses parures. Beaucoup des écrins qui lui connaissaient manquaient. Ceux qui restaient, il y en avait 10 ou 12, étaient vides. La lettre anonyme disait vrai. Cette certitude éclata comme un obus dans le cerveau de M. Fauvel. Et cependant... Non, balbutia-t-il, ce n'est pas possible. Aussitôt, avec le fol acharnement de l'angoisse, et comme si, condamné à mort, il eut l'espoir de trouver sa grâce, il se mit à fouiller partout, à chercher dans tous les meubles, avec un certain ordre cependant, prenant bien garde de ne pas laisser des traces de ses perquisitions. Madame Fauvel, il le comprenait vaguement, pouvait avoir changé ses bijoux de place, en avoir donné quelques-uns à raccommoder ou à remonter. Rien. Il ne trouvait rien. Alors il se souvint du grand bal qu'avaient donné les messieurs Jean Didier. Lui, vaniteux, il avait dit à sa femme « Pourquoi ne mets-tu pas tes diamants ?» Elle avait répondu en souriant « À quoi bon? Tout le monde les connaît. » En n'en portant pas, je serais mieux remarquée. D'ailleurs, il n'irait pas avec mon costume. Oui, elle lui avait dit cela sans se troubler, sans rougir, sans un tremblement dans la voix. Quelle impudence! Quelle corruption se cachait donc sous ces apparences de vierge qu'elle gardait après 20 années de mariage! Mais tout à coup, dans le désarroi de ses pensées, un espoir lui vint, chétif, à peine acceptable, auquel cependant il se raccrocha comme le noyé à son épave. Ces diamants, Madame Fauvel pouvait les avoir placés dans la chambre de Madeleine. Sans réfléchir à l'odieux de ses investigations, il courut à cette chambre de jeune fille, et là, comme chez sa femme, il porta partout ses mains brutales, oublieux du respect qu'il devait à ce sanctuaire. Il ne trouva pas les diamants de Madame Fauvel, mais, dans le coffre à bijoux de Madeleine, il aperçut 7 ou 8 écrins vides. Elle aussi, elle avait donné ses parures. Elle savait les hontes de la maison. Elle était complice. Ce dernier coup brisa le courage de M. Fauvel. « Elle s'entendait pour me tromper, » murmurait-il. « Elle s'entendait. » Et anéanti, sans force, il se laissa tomber sur un fauteuil. De grosses larmes silencieuses tombaient le long de ses joues, et par moments un soupir profond soulevait sa poitrine. C'en était fait de sa vie. En un instant, l'édifice de son bonheur, de sa sécurité, de son avenir, qu'il avait mis 20 ans à élever, qu'il croyait d'une solidité à l'épreuve de tous les caprices du sort, volait en éclats, plus fragile que le verre. En apparence, rien n'était changé dans son existence. Il n'était point atteint matériellement. Les objets autour de lui restaient les mêmes, avec les mêmes aspects, et cependant un bouleversement était survenu, plus inouï, plus surprenant que l'interversion du jour et de la nuit. Quoi? Valentine, la chaste et jeune fille autrefois tant aimée,
dont il avait acheté la possession au prix de sa fortune, Valentine, cette femme qui lui était devenue de plus en plus chère à mesure qu'ils avaient vieilli ensemble, cette épouse, incomparable en apparence, le trahissait. Elle le trompait, elle, la mère de ses fils. Cette dernière pensée surtout révoltait tout son être jusqu'au dégoût. Ses fils, amère dérision, étaient-ils bien à lui? Celle qui maintenant, lorsque déjà des cheveux blancs argentaient ses tempes, le trompait, ne l'avait-elle pas trompé autrefois? Et non seulement il était torturé dans le présent, mais il souffrait dans le passé, payant par des angoisses inouïes de quelques minutes des années de félicité, transporté de fureur au souvenir de certaines joies intimes, comme un homme qui tout à coup apprendrait que les vins exquis dont il s'est enivré renfermaient du poison. Car c'est ainsi. La confiance n'admet ni accommodement ni gradation. Elle est ou elle n'est pas. Et lui, il n'avait plus confiance. Tous les rêves, toutes les espérances de cet homme si malheureux reposaient sur l'amour de cette femme. Découvrant, à ce qu'il croyait, qu'elle était indigne de lui, il n'admettait nulle possibilité de bonheur et il demandait à quoi bon vivre désormais et pour quelle fin. Cependant, l'état de prostration de M. Fauvel dura peu. Le feu de la colère eut vite séché ses larmes et il se redressa, altéré de vengeance, décidé à faire payer cher son bonheur détruit. Mais il comprenait que, sur ce seul indice, des diamants introuvables, il ne pouvait s'abandonner aux inspirations de son ressentiment. Heureusement, il pouvait sans peine se procurer d'autres preuves. Pour commencer, il appela son valet de chambre et lui enjoignit de ne remettre qu'à lui seul, le maître, toutes les lettres qui arriveraient à la maison. Puis il adressa à un notaire de Saint-Rémy, son correspondant, une dépêche télégraphique détaillée par laquelle il demandait d'exacts renseignements sur la famille de Lagor et de Raoul en particulier. Enfin, se conformant au conseil de la dénonciation anonyme, il courut à la préfecture de police, espérant y trouver une biographie de Clamerant. Mais la police, c'est un bonheur pour beaucoup de gens, est discrète comme la tombe même. Ses secrets, elle les garde pour elle seule, comme un avare garde son trésor. Il faut une injonction du parquet pour faire parler les terribles cartons verts qu'elle garde au fond d'une galerie cadenassée comme un coffre-fort. On demanda poliment à M. Fauvel quelle raison le poussait à s'informer du passé d'un citoyen français, et comme il ne pouvait les déduire, on l'engagea à s'adresser au procureur impérial. Cette insinuation, il ne pouvait l'accepter. Il avait juré que le secret de ses infortunes resterait entre les trois intéressés. Mortellement offensé, il voulait être le seul juge et l'exécuteur. Il rentra chez lui plus irrité qu'à son départ, et il trouva la dépêche de Saint-Rémy répondant à la sienne. La famille de Lagor, lui disait-on, comme on l'avait dit à M. Verduret, est dans la dernière des détresses, et personne n'y connaît le sieur Raoul. Madame de Lagor n'a eu de son mariage que des filles, etc. Cette révélation, c'était la dernière goutte d'eau qui fait verser la coupe. Le banquier pensa qu'il lui était donné de mesurer la profondeur de l'infamie de sa femme. Il lui voyait un raffinement de duplicité plus affreux peut-être que le crime lui-même. « La misérable !» s'écria-t-il, fou de douleur et de rage. « La misérable ! Pour voir plus librement son amant, pour ne jamais le perdre de vue, elle a osé me le présenter sous le nom d'un neveu qui n'a jamais existé. Elle a eu l'inconcevable impudeur de lui ouvrir ma maison, de le faire asseoir au foyer conjugal entre moi et nos fils. Et moi, honnête homme imbécile, mari confiant et crédule, je l'aimais, ce garçon, je lui serrais les mains, je lui prêtais mon argent. » Il se représentait alors Raoul et sa femme, s'égayant, à leur rendez-vous, de sa débonnaire-té candide, et les aiguillons de l'amour-propre offensé, s'ajoutant à ces horribles déchirements, il connut le plus horrible supplice qui soit ici-bas. La mort.
Il ne voyait que la mort pour punir de telles injures. Mais l'intensité même de son ressentiment lui donna la force de feindre, de se contenir. « À mon tour de tromper les misérables !» se disait-il avec une affreuse satisfaction. Il fut ce soir-là ce qu'il était toujours. Au dîner, il plaisanta. Seulement, lorsque, sur les 9 heures, il vit entrer Clammerand, il s'enfuit, craignant de ne pouvoir se contenir, et il ne rentra que très avant dans la nuit. Le lendemain, il recueillit le fruit de sa prudence. Parmi les lettres qu'à la distribution de midi lui apporta son valet de chambre, il s'en trouva une qui portait le timbre du Vésinet. Avec d'infinies précautions, il rompit le cachet et il lut. « Chère tante, il est indispensable que je te voie aujourd'hui même, et je t'attends. Je te dirai quelle raison m'empêche d'aller chez toi. Raoul. » « Je les tiens donc !» s'écria M. Fauvel, frémissant de la joie de la vengeance satisfaite. Il se croyait si bien vengé qu'ouvrant un des tiroirs de son bureau, il en tira un revolver dont il fit jouer la batterie. Certes, il se croyait seul, et cependant, il avait un témoin de ses moindres gestes. L'œil collé à la serrure, Nina Gypsy, de retour du grand archange, observait, et les gestes du banquier lui révélaient la vérité. M. Fauvel avait déposé son revolver sur la cheminée, et il s'occupait à rajuster le cachet de la lettre. L'opération terminée, il sortit pour aller la reporter au concierge, ne voulant pas que sa femme sût que la missive de Raoul avait passé par ses mains. Il ne fut guère absent que 2 minutes, mais, inspiré par l'imminence du danger, Gypsy eut le temps d'entrer dans le cabinet, de courir à la cheminée et d'enlever les balles du revolver. Ainsi, pensait-elle, le péril du premier moment est conjuré, et M. Verduret, que je vais faire prévenir de ce qui se passe, par Cavaillon, aura peut-être le temps d'aviser. Elle descendit en effet et alla donner ses instructions au jeune commis, lui enjoignant de se confier, pour être plus sûre de réussir, à Madame Alexandre. 1 heure plus tard, Madame Fauvel s'étant habillée, demanda sa voiture et sortit. M. Fauvel, qui avait d'avance envoyé chercher un remise, s'élança sur ses traces. « Mon Dieu !» pensa Nina, « si M. Verduret n'arrive pas à temps, Madame Fauvel et Raoul sont perdus. » Chapitre 24. Le jour où le marquis de Clammerand n'avait plus aperçu entre Madeleine et lui d'autre obstacle que Raoul de Lagorre, il s'était bien juré qu'il supprimerait l'obstacle. Le lendemain même, ces mesures étaient prises, et Raoul, en rentrant chez lui au Vésinet, à pied, après minuit, fut assailli, au détour du petit chemin de la gare, par 3 individus qui voulaient absolument, disait-il, voir l'heure à sa montre. D'une force prodigieuse sous ses apparences sveltes, agiles, rompues aux exercices du chausson français et de la boxe anglaise, Raoul parvint à se débarrasser de ses agresseurs, sans autre dommage qu'une forte égratignure au bras gauche. Tiré d'affaire, il se promit que désormais il prendrait ses précautions, et que lui, qui jusqu'alors n'avait pas cru aux arrestations nocturnes, serait toujours armé quand il rentrerait. L'idée, d'ailleurs, ne lui vint pas de soupçonner son complice. Mais 2 jours plus tard, au café qu'il fréquentait, un grand diable d'individu qu'il ne connaissait pas lui chercha querelle sans motif, et finit par lui jeter sa carte à la figure, en lui disant qu'il se tenait à sa disposition et était prêt à lui accorder toutes les satisfactions imaginables. Raoul avait voulu se précipiter sur l'insolent et le châtier de main de maître. Ses amis l'avaient retenu. « C'est bien, dit-il alors. Soyez chez vous demain matin, monsieur. Je vous adresserai 2 de mes amis. » Il dit cela sur le moment, tout frémissant de colère. Mais l'insulteur parti, il recouvra tout son sang-froid, réfléchit, et les doutes les plus singuliers assiégèrent son esprit. Ayant ramassé la carte de cet individu à grande moustache, aux allures de bravache, il avait lu W. H. B. Jacobson, ancien volontaire de Garibaldi, ex-officier supérieur des armées du Sud, Italie-Amérique, 30 rue Léonie. « Oh oh !» pensa-t-il, « voici un glorieux militaire qui pourrait bien avoir conquis tous ses grades dans une salle d'armes. » Raoul,
qui avait beaucoup vu, avait précisément assez retenu pour savoir au juste à quoi s'en tenir sur ces honorables héros qui étalent leurs états de service sur le vélin des cartes de visite. Ce qui ne l'empêcha pas, l'insulte ayant eu de nombreux témoins, de prier deux jeunes gens de sa société de vouloir bien se transporter le lendemain, de bon matin, chez M. Jacobson pour régler avec lui les conditions d'une rencontre. Il fut convenu que ces messieurs viendraient rendre compte à Raoul de l'issue de leur mission, non chez lui, au Vésinet, mais à l'hôtel du Louvre, où il se proposait de coucher. Tout étant bien arrêté, Raoul sortit. Flairant un piège, il voulait en avoir le cœur net. Agile et expérimenté, il se mit sur le champ en campagne, en quête de renseignements. Ceux qu'il obtint, non sans quelque peine, ne furent ni brillants, ni surtout rassurants. M. Jacobson, qui demeurait dans un hôtel de louche apparence, habité surtout par des dames de mœurs plus que légères, lui fut représenté comme un gentleman excentrique, dont l'existence paraissait un problème fort difficile à résoudre. Il régnait despotiquement, lui apprit-on, dans une table d'hôte, sortait beaucoup, rentrait tard et ne semblait guère avoir d'autre capital que ses états de service, ses talents de société et une notable quantité d'expédients en tout genre. Dès lors, pensa Raoul, quel but poursuit cet individu en me cherchant querelle ? Quel avantage retirera-t-il d'un coup d'épée qu'il me donnera ? Aucun, en apparence, sans compter que son humeur batailleuse peut éveiller les susceptibilités tracassières de la police, qu'il doit avoir à cœur de ménager. Donc il a pour agir, comme il l'a fait, des raisons que je ne discerne pas. Donc, cette petite enquête rondement et habilement menée, ces considérations diverses et leurs déductions naturelles refroidirent si singulièrement Raoul que, rentré à l'hôtel du Louvre, il ne souffla mot de sa mésaventure à Clamerant qu'il trouva encore debout. Vers 8h30, ses témoins arrivèrent. M. Jacobson consentait à se battre, à l'épée, mais sur l'heure au bois de Vincennes. Raoul n'était rien moins que rassuré. Cependant, c'est fort gaillardement qu'il répondit. « Soit, j'accepte les conditions de ce monsieur. Partons. » On se rendit sur le terrain. Et après une minute d'engagement, Raoul fut touché légèrement un peu au-dessus du sein droit. L'ex-officier supérieur du Sud voulait continuer le combat jusqu'à ce que mort s'ensuivît. Ses seconds étaient de cet avis, mais les témoins de Raoul, d'honnêtes garçons, déclarèrent que l'honneur était satisfait et qu'ils ne laisseraient pas leur client exposer de nouveau sa vie. Force fut de leur obéir, car ils menaçaient de se retirer, et Raoul rentra, s'estimant très heureux d'en être quitte pour cette saignée hygiénique, et bien résolu à éviter désormais ce gentleman, soi-disant garibaldien. C'est que, depuis la veille, la nuit aidant de ses salutaires conseils, son esprit alerte avait fait beaucoup de chemin. Entre l'attaque à main armée du Vésinet et ce duel évidemment prémédité et voulu, sans raison plausible, il découvrait des coïncidences au moins singulières. De là à reconnaître sous les apparences de ces deux tentatives le bras de Clamerant, il n'y avait qu'un pas. Son esprit le fit. Ayant appris par madame Fauvel quelles conditions Madeleine mettait à son mariage, il comprit quel intérêt énorme Clamerant avait à se défaire de lui, sans démêler avec la justice. Ce soupçon entré dans son esprit, il se rappela une foule de petits faits insignifiants des jours précédents. Il donna un sens à certains propos en l'air. Il interrogea fort habilement le marquis, et bientôt ses doutes se changèrent en certitude. Cette conviction que l'homme dont il avait si puissamment aidé les projets payait des assassins et armait contre lui des spadassins était bien faite pour le transporter de fureur. Cette trahison lui semblait monstrueuse. Bandit naïf encore, il croyait à la probité entre complices, à cette fameuse probité des coquins, plus fidèles, aime-t-on à dire, que les honnêtes gens à la fois jurés. À sa colère, un sentiment d'effroi très naturel se mêlait.
il comprenait que la vie menacée par un scélérat aussi audacieux que Clameran ne tenait qu'à un fil. 2 fois, le hasard l'avait miraculeusement favorisé. Un 3e essai pouvait et même devait lui être fatal. Jugeant bien son complice, Raoul ne vit plus qu'embûches autour de lui. Il apercevait la mort se dressant sous toutes ses formes. Il craignait également de sortir et de rester chez lui. Il ne s'aventurait qu'avec 1000 précautions dans les endroits publics, et il redoutait le poison autant que le fer. C'est à peine s'il osait manger. Il trouvait à tous les mets qu'on lui servait des saveurs bizarres, comme un arrière-goût de strychnine. Vivre ainsi n'était pas possible, et autant désir de vengeance que nécessité de défense personnelle, il résolut de prendre les devants. La lutte ainsi engagée sur ce terrain entre Clameran et lui, il comprenait bien qu'il fallait à toute force qu'un des deux succombât. Mieux vaut, se disait-il, tuer le diable que d'être tué par lui. Au temps de sa misère, lorsque pour quelques guinées il risquait insoucieusement Botany Bay, Raoul n'eût point été embarrassé de tuer le diable. D'un joli coup de couteau, il eût eu raison de Clameran. Mais avec l'argent, la prudence lui était venue. Il voulait jouir honnêtement de ses 400 000 francs volés et tenait à ne pas compromettre sa considération nouvelle. Il se mit donc à chercher de son côté quelques moyens discrets de faire disparaître son redoutable complice. Le moyen était difficile à trouver. En attendant, il trouva de bonne guerre de faire avorter les combinaisons de Clameran et d'empêcher son mariage. Il était sûr ainsi de l'atteindre en plein cœur, et c'était déjà une satisfaction. Ce mariage, il ne tenait qu'à Raoul de le faire manquer. De plus, il était persuadé qu'en prenant franchement le parti de Madeleine et de sa tante, il les tirerait des mains de Clameran. C'est à la suite de cette résolution longuement méditée qu'il écrivit à madame Fauvel pour lui demander un rendez-vous. La pauvre femme n'hésita pas. Elle accourut au Vésinet à l'heure indiquée, tremblant d'avoir à subir encore des exigences et des menaces. Elle se trompait. Elle retrouva le Raoul des premiers jours, ce fils si séduisant et si bon, dont les caresses l'avaient séduite. C'est qu'avant de s'ouvrir à elle, avant de lui expliquer la vérité à sa façon, il tenait à la rassurer. Il réussit. C'est d'un air souriant et heureux que cette femme infortunée s'assit sur un fauteuil pendant que Raoul s'agenouillait devant elle. « Je t'ai trop fait souffrir, mère, murmura-t-il de sa voix la plus câline. Je me repens. Écoute-moi. » Il n'eut pas le temps d'en dire davantage. Au bruit de la porte qui s'ouvrait, il s'était redressé brusquement. Monsieur Fauvel, un revolver à la main, était debout sur le seuil. Le banquier était affreusement pâle. Il était aisé de le voir, des efforts surhumains pour montrer la froide impassibilité du juge qui voit le crime et punit. Mais son calme était effrayant comme celui qui précède et présage les convulsions de la tempête. Au cri que sa femme et Raoul ne purent retenir en l'apercevant, il répondit par ce ricanement nerveux des infortunés que la raison est près d'abandonner. « Ah ! Vous ne m'attendiez pas, dit-il. Vous pensiez que ma confiance imbécile vous assurait une éternelle impunité. Raoul avait eu du moins le courage de se placer devant madame Fauvel, la couvrant de son corps, s'attendant, il faut lui rendre cette justice, se préparant à recevoir une balle. « Croyez, mon oncle, commença-t-il. Un geste menaçant du banquier l'interrompit. « Assez, disait-il. Assez de mensonges et d'infamies comme cela. Cessons une odieuse comédie dont je ne suis plus dupe. Je vous jure, épargnez-vous la peine de nier. Ne voyez-vous pas que je sais tout? Comprenez-moi bien, absolument tout. Je sais que les diamants de ma femme ont été portés au mont-de-piété. Et par qui? Je connais l'auteur du vol pour lequel Prosper, innocent, a été arrêté et mis en prison. » Madame Fauvel, atterrée, s'était laissée tomber à genoux. Enfin, il était venu, ce jour tant redouté. Vainement, depuis des années, elle avait entassé ses mensonges sur mensonges.
Vainement, elle avait donné sa vie et sacrifié les siens. Tout ici-bas se découvre. Oui, toujours, quoi qu'on fasse. Un moment arrive où la vérité se dégage des voiles sous lesquels on pensait l'ensevelir, et brille plus éclatante, comme le soleil après qu'il a dissipé le brouillard. Elle vit bien qu'elle était perdue, et avec des gestes suppliants, le visage inondé de larmes, elle balbutia. « Grâce, André, je t'en conjure, pardonne !» Aux accents de cette voix mourante, le banquier tressaillit et fut remué jusqu'au plus profond de ses entrailles. C'est qu'elle lui rappelait, cette voix, toutes les heures de bonheur que depuis 20 ans il devait à cette femme, qui avait été la maîtresse souveraine de sa volonté et qui, d'un regard, avait pu le rendre heureux ou malheureux. Tout le monde du passé s'éveillait à ses prières. En cette malheureuse se traînant à ses pieds, il reconnaissait cette bien-aimée Valentine, entrevue comme un rêve sous les poétiques ombrages de la Verberie. En elle, il revoyait l'épouse aimante et dévouée des premières années, celle qui avait failli mourir quand était né Lucien. Et au souvenir des félicités d'autrefois, qui ne devaient plus revenir, son cœur se gonflait de tristesse. L'attendrissement le gagnait. Le pardon montait à ses lèvres. « Malheureuse, murmurait-il, malheureuse, que t'avais-je donc fait ? Ah, je t'aimais trop, sans doute, et je te l'ai trop laissé voir. On se lasse de tout ici-bas, même du bonheur. Elle te semblait fade, n'est-ce pas, les pures joies du foyer domestique ? Fatiguée des respects dont tu étais entourée et que tu méritais, tu as voulu risquer ton honneur, le nôtre, et braver les mépris du monde. En quel abîme es-tu tombée, oh, Valentine ? Et comment, si mes tendresses t'importunaient à la longue, n'as-tu pas été retenue par la pensée de nos enfants ? Monsieur Fauvel parlait lentement, avec les efforts les plus pénibles, comme si à chaque mot il eût été près de suffoquer. Raoul, lui, qui écoutait avec une attention profonde, devina que si, en effet, le banquier savait beaucoup de choses, il ne savait pas tout. Il comprit que des renseignements erronés avaient abusé le banquier et qu'il était victime en ce moment de trompeuses apparences. Il pensa que le malentendu qu'il soupçonnait pouvait s'expliquer. « Monsieur, commença-t-il, daignez, je vous prie. » Mais le ton de sa voix suffit pour briser le charme. La colère du banquier se réveilla plus terrible, plus menaçante. « Ah, taisez-vous !» s'écria-t-il, en blasphémant. « Taisez-vous !» Il y eut un long silence, qu'interrompaient seuls les sanglots de madame Fauvel. « J'étais venu, reprit le banquier, avec l'intention formelle de vous surprendre et de vous tuer tous deux. Je vous ai surpris, mais le courage, oui, le courage me manque. Je ne saurais tuer un homme désarmé. » Raoul essaya une protestation. « Laissez-moi parler, interrompit monsieur Fauvel. Votre vie est entre mes mains, n'est-ce pas ? La loi excuse la colère du mari offensé. Eh bien, je ne veux pas de l'excuse du code. Je vois sur votre cheminée un revolver semblable au mien. Prenez-le et défendez-vous. » « Jamais. Défendez-vous, poursuivit le banquier en élevant son arme. Défendez-vous, sinon... Raoul vit à un pied de sa poitrine le canon du revolver de monsieur Fauvel. Il eut peur et prit son arme sur la cheminée. « Mettez-vous dans un des angles de la chambre, continua le banquier. Je vais me placer dans l'autre. Au coup de votre pendule qui va sonner dans quelques secondes, nous tirerons ensemble. » Ils se placèrent comme le disait monsieur Fauvel, lentement, sans mot dire. Mais la scène était trop affreuse pour que madame Fauvel pût la supporter. Elle ne comprit plus qu'une chose, c'est que son fils et son mari allaient s'égorger, là, sous ses yeux. L'épouvante et l'horreur lui donnèrent la force de se lever, et elle se plaça entre les deux hommes, les bras étendus, comme si elle eût eu l'espérance d'arrêter les balles. Elle s'était tournée vers son mari. « Par pitié, André, gémissait-elle, laisse-moi tout te dire. Ne le tue pas. » Cet élan de l'amour maternel,
M. Fauvel le prit pour le cri de la femme adultère défendant son amant. Avec une brutalité inouïe, il saisit sa femme par le bras et la jeta de côté en criant « Arrière !» Mais elle revint à la charge et se précipitant sur Raoul, elle l'étreignit entre ses bras en disant « C'est moi qu'il faut tuer, moi seule, car seule je suis coupable !» À ces mots, un flot de sang monta à la tête de M. Fauvel. Il ajusta ce groupe odieux et fit feu. Ni Raoul, ni Madame Fauvel ne tombant, le banquier fit feu une seconde fois, puis une troisième. Il armait son revolver pour la 4e fois quand un homme tomba au milieu de la chambre, qui arracha l'arme des mains du banquier, l'étendit sur un canapé et se précipita vers Madame Fauvel. Cet homme était Monsieur Verduret, que Cavaillon avait enfin trouvé et prévenu, mais qui ne savait pas que Madame Gipsy avait retiré les balles du revolver de Monsieur Fauvel. « Grâce au ciel !» s'écria-t-il. « Elle n'a pas été touchée. » Mais déjà le banquier s'était relevé. « Laissez-moi !» faisait-il en se débattant. « Je veux me venger !» Monsieur Verduret lui saisit les poignets qu'il serra à les briser et, approchant son visage du sien comme pour donner à ses paroles une autorité plus grande, « Remerciez Dieu, lui dit-il, de vous avoir épargné un crime atroce. La lettre anonyme vous a trompé. » Les situations exorbitantes ont ceci d'étrange que les événements excessifs qui en procèdent semblent naturels aux acteurs qui y sont mêlés et dont la passion a déjà brisé le cadre des conventions sociales. M. Fauvel ne songea à demander à cet homme, survenu tout à coup, ni qui il était, ni d'où il tenait ses informations. Il ne vit, il ne retint qu'une chose. La lettre anonyme mentait. « Ma femme avoue qu'elle est coupable, » murmura-t-il. « Oui, elle l'est, » répondit M. Verduret, « mais non comme vous l'entendez. »« Savez-vous quel est cet homme que vous vouliez tuer ? » ?»« Son amant ? » ?»« Non, mais son fils. » La présence de cet inconnu si bien informé semblait confondre Raoul et l'épouvanter plus encore que les menaces de M. Fauvel. Cependant, il eut assez de présence d'esprit pour répondre. « C'est vrai !» Le banquier semblait près de devenir fou, et ses yeux hagards allaient de M. Verduret à Raoul, puis à sa femme, plus affaissée que le criminel qui attend un arrêt de mort. Tout à coup, l'idée qu'on voulait se jouer de lui traversa son cerveau. « Ce que vous me dites n'est pas possible !» s'écria-t-il. « Des preuves !»« Des preuves !» répondit M. Verduret. « Vous en aurez, mais pour commencer, écoutez. » Et, rapidement, avec sa merveilleuse faculté d'exposition, il esquissa à grands traits le drame qu'il avait découvert. Certes, la vérité était affreuse encore pour M. Fauvel, mais qu'était-elle près de ce qu'il avait soupçonné ? Aux douleurs ressenties, il reconnaissait qu'il aimait encore sa femme. Ne pouvait-il pardonner une faute lointaine, rachetée par une vie de dévouement et noblement expiée ? Depuis plusieurs minutes déjà, M. Verduret avait achevé son récit, et le banquier se taisait. Tant d'événements qui se précipitaient depuis 48 heures, irrésistibles comme l'avalanche, l'horrible scène qui venait d'avoir lieu étourdissait M. Fauvel et lui enlevait toute faculté de réflexion. Ballotté comme le liège au caprice de la vague, sa volonté flottait éperdue au gré des événements. Si son cœur lui conseillait le pardon et l'oubli, l'amour-propre offensé lui disait de se souvenir pour se venger. Sans Raoul, ce misérable qui était là, debout, témoignage vivant d'une faute lointaine, il n'eût pas hésité. Gaston de Clameran était mort. Il eût ouvert ses bras à sa femme en lui disant « Viens, tes sacrifices à mon honneur seront ton absolution. Viens, et que tout le passé ne soit qu'un mauvais rêve que dissipe le jour. » Mais Raoul l'arrêtait. « Et c'est là votre fils, dit-il à sa femme, cet homme qui vous a dépouillé, qui m'a volé ?» Madame Fauvel était trop bouleversée pour pouvoir articuler une syllabe. Heureusement, M. Verduret était là.
Oh, répondit-il, madame vous dira qu'en effet ce jeune homme est le fils de Gaston de Clamerans. Elle le croit, elle en est sûre. Seulement, eh bien, pour la dépouiller plus aisément, on l'a indignement trompée. Depuis un moment déjà, Raoul manœuvrait habilement pour se rapprocher de la porte, s'imaginant que personne en ce moment ne songeait à lui. Il voulut fuir. Mais M. Verduret, qui avait prévu le mouvement, guettait Raoul du coin de l'œil et l'arrêta au moment où il disparaissait. « Où allez-vous donc ainsi, mon joli garçon ?» disait-il en le ramenant au milieu de la chambre. « Nous voulions donc fausser compagnie à nos amis ? Ce n'est pas gentil. Avant de se séparer, que diable, on s'explique !» L'air goguenard de M. Verduret, ses intonations railleuses, furent pour Raoul autant de traits de lumière. Il recula, épouvanté, en murmurant « Le paillasse !»« Juste !» répondit le gros homme. « Tout juste !»« Ah, vous me reconnaissez. Alors j'avoue. Oui, je suis le joyeux paillasse du bal de messieurs Jean Didier. En doutez-vous ?» Il releva la manche de son paletot, mit son bras à nu et poursuivit. « Si vous n'êtes pas bien convaincu, examinez cette cicatrice toute fraîche. Ne connaîtriez-vous pas le maladroit qui, une belle nuit que je passais rue Bourdaloue, est tombé sur moi, un couteau ouvert à la main? Ah, vous ne niez pas. C'est autant de gagné. En ce cas, vous allez être assez aimable pour nous conter votre petite histoire. » Mais Raoul était en proie à une de ces terreurs qui contractent la gorge et empêchent de prononcer un mot. « Vous vous taisez, reprit M. Verduret. Seriez-vous donc modeste ? Bravo, la modestie sied au talent. Et vrai, pour votre âge, vous êtes un coquin assez réussi. » M. Fauvel écoutait sans comprendre. « Dans quel abîme de honte sommes-nous donc tombés ?» gémissait-il. « Rassurez-vous, monsieur, répondit M. Verduret, redevenu sérieux. Après ce que j'ai été contraint de vous apprendre, ce qu'il me reste à vous dire n'est plus rien. Voici le complément de l'histoire. En quittant Myonne, qui venait de lui révéler les malheurs de mademoiselle Valentine de la Verberie, Clamerans n'a rien eu de plus pressé que de se rendre à Londres. Bien renseigné, il eut vite retrouvé la digne fermière à laquelle la comtesse avait confié le fils de Gaston. Mais là, une déconvenue l'attendait. On lui apprit que cet enfant, inscrit à la paroisse sous le nom de Raoul Valentin Wilson, était mort du croup à l'âge de 18 mois. Raoul essaya de protester. « On a dit cela ?» commença-t-il. « On l'a dit, oui, mon joli garçon, et on l'a aussi écrit. Me croyez-vous homme à me contenter de propos en l'air ?» Il sortit de sa poche divers papiers ornés de timbres officiels qu'il posa sur la table. « Voici, poursuivit-il, les déclarations de la fermière, de son mari et de 4 témoins. Voici, encore, un extrait du registre des naissances. Voici enfin un acte de décès en bonne et due forme, le tout légalisé par l'ambassade française. Êtes-vous content, mon joli garçon ? Vous tenez-vous pour satisfait ? » ?»« Mais alors ?» interrogea le banquier. « Alors ?» reprit M. Verduret. Clamerans s'imagina qu'il n'avait pas besoin de l'enfant pour tirer de l'argent de M. Fauvel. Il se trompait. Sa première démarche échoua. Que faire ? Le gredin est inventif. Parmi tous les bandits de sa connaissance, et il en connaît un certain nombre, il choisit celui que vous voyez devant vous. Madame Fauvel était dans un état à faire pitié, et cependant elle renaissait à l'espérance. Son anxiété, pendant si longtemps, avait été si atroce qu'elle éprouvait à voir la vérité comme un affreux soulagement. « Est-ce possible ?» balbutiait-elle. « Est-ce possible ?» « Quoi ?» disait le banquier. « On peut, à notre époque, combiner et exécuter de telles infamies ?»« Tout cela est faux !» affirma audacieusement Raoul. C'est à Raoul seul que M. Verduret répondit. « Monsieur désire des preuves, » fit-il avec une révérence ironique. « Monsieur va être servi. Justement, je quitte à l'instant un de mes amis, M. Palot, qui arrive de Londres et qui est fameusement renseigné. Dites-moi donc ce que vous pensez de cette petite histoire qu'il vient de me conter. Vers 1847, Lord Murray,
qui est un grand et généreux seigneur, avait un jockey nommé Spencer, qu'il affectionnait particulièrement. Aux courses d'Epsom, cet habile jockey tomba si malheureusement qu'il se tua. Voilà Lord Murray au désespoir, et comme il n'avait pas d'enfant, il déclara qu'il entendait se charger de l'avenir du fils de Spencer, lequel fils avait alors 4 ans. Le lord tint parole. James Spencer fut élevé comme l'héritier d'un grand seigneur. C'était un enfant charmant, heureusement doué d'un extérieur séduisant, ayant une intelligence vive et nette. Jusqu'à 16 ans, James donna à son protecteur toutes les satisfactions imaginables. Malheureusement, il fit, à cet âge, de mauvaises connaissances et, ma foi, tourna mal. Lord Murray, qui était l'indulgence même, pardonna bien des fautes, mais un beau jour, ayant découvert que son fils adoptif s'amusait à imiter sa signature sur des lettres de change, indigné, il le chassa. Or, il y avait 4 ans que James Spencer vivait à Londres du jeu et de diverses autres industries, lorsqu'il rencontra Clameran, qui lui offrit 25 000 francs pour jouer un rôle dans une comédie de sa façon. Raoul n'avait pas besoin d'en entendre davantage. « Vous êtes un agent de la police de sûreté ?» demanda-t-il. Le gros homme eut un bon sourire. « En ce moment, répondit-il, je ne suis qu'un ami de Prosper. Selon que vous agirez, je serai ceci ou cela. Qu'exigez-vous ? Où sont les 350 000 francs volés ? » Le jeune bandit hésita un moment. « Ils sont ici, répondit-il enfin. « Bien, cette franchise vous sera comptée. En effet, les 350 000 francs sont ici. Je le savais, et je sais aussi qu'ils sont cachés dans le bas du placard que voici. Restituez-vous » Raoul comprit que la partie était perdue. Il courut au placard et en retira plusieurs liasses de billets de banque et un énorme paquet de reconnaissance du mont-de-piété. « Très bien, faisait M. Verduret en inventoriant tout ce que lui remettait Raoul. « Très bien, voilà qui est agir sagement. » Raoul avait bien compté sur ce moment d'attention. Doucement, en retenant sa respiration, il gagna la porte, l'ouvrit vivement et disparut, la refermant sur lui, car la clé était restée dehors. « Il fuit !» s'écria M. Fauvel. « Naturellement, » répondit M. Verduret, sans daigner tourner la tête. « Je pensais bien qu'il aurait cet esprit-là. »« Cependant, quoi ? Voulez-vous ébruiter tout ceci ? Tenez-vous à raconter devant la police correctionnelle de quelle scélératesse votre femme a été victime ? » ?»« Oh, monsieur !»« Laissez donc fuir ce misérable, alors. Voici les 350 000 francs volés, le compte y est. Voici toutes les reconnaissances des objets engagés par lui. Tenons-nous pour satisfaits. Il emporte une 50aine de 1000 francs encore, tant mieux. Cette somme lui permet de passer à l'étranger. Nous n'entendrons plus parler de lui. » Comme tout le monde, M. Fauvel subissait l'ascendant de M. Verduret. Peu à peu, il était revenu au sentiment de la réalité. Des perspectives inespérées s'ouvraient devant lui. Il comprenait qu'on venait de lui sauver mieux que la vie. L'expression de sa gratitude ne se fit pas attendre. Il saisit les mains de M. Verduret, presque comme s'il eût voulu les porter à ses lèvres, et de la voix la plus émue, il dit « Comment vous prouvez jamais l'étendue de ma reconnaissance, monsieur ? Comment reconnaître le service immense que vous m'avez rendu ?» M. Verduret réfléchissait. « S'il en est ainsi, commença-t-il, j'aurais une grâce à vous demander. »« Une grâce ? Vous ? À moi ? Parlez, monsieur, parlez. Ne voyez-vous pas que ma personne aussi bien que ma fortune sont à votre disposition ? Eh bien, donc, monsieur, je vous avouerai que je suis un ami de Prosper. Ne l'aiderez-vous pas à se réhabiliter ? Vous pouvez tant pour lui, monsieur. Il aime mademoiselle Madeleine. »« Madeleine sera sa femme, monsieur, interrompit M. Fauvel. Je vous le jure. Oui, je le réhabiliterai, et avec tant d'éclat que nul jamais n'osera lui reprocher ma fatale erreur. » Le gros homme, tout comme s'il se fût agi d'une visite ordinaire, était allé reprendre sa canne et son chapeau déposés dans un angle. « Vous m'excuserez de vous importuner, fit-il. Mais madame Fauvel... »« André, murmura la pauvre femme. André. » Le banquier hésita d'abord quelques secondes. Puis, prenant bravement son parti, il courut à sa femme,
qu'il serra entre ses bras en disant « Non, je ne serai pas assez fou pour lutter contre mon cœur. Je ne pardonne pas, Valentine. J'oublie tout. » M. Verduret n'avait plus rien à faire au Vésinet. C'est pourquoi, sans prendre congé du banquier, il s'esquiva, regagna la voiture qu'il avait amenée et donna ordre au cocher de le conduire à Paris, à l'hôtel du Louvre. Et bon train. En ce moment, il était dévoré d'inquiétude. Du côté de Raoul, tout était arrangé. Le jeune filou devait être loin. Mais était-il possible de soustraire Clameran au châtiment qu'il avait mérité ? Non, évidemment. Or, M. Verduret se demandait comment livrer Clameran à la justice sans compromettre Madame Fauvel, et il avait beau repasser son répertoire d'expédients, il n'en voyait aucun s'ajustant aux circonstances présentes. Il n'y a, pensait-il, qu'un moyen. Il faut qu'une accusation d'empoisonnement parte d'Oloron. Je puis y aller travailler l'opinion publique. On clabaudera, il y aura enquête. Oui, mais tout cela demande du temps. Et Clameran est trop bien averti pour ne pas jouer de ses jambes. Il était vraiment désolé de son impuissance quand la voiture s'arrêta devant l'hôtel du Louvre. Il faisait presque nuit. Sous le porche de l'hôtel et sous les arcades, une centaine de personnes au moins se pressaient et, en dépit des « Circulez, circulez !» des sergents de ville, paraissaient s'entretenir d'un grave événement. « Qu'arrive-t-il » demanda M. Verduret à un des badauds. « Un fait inouï, monsieur » répondit l'autre, qui était une espèce de prud'homme. « Un fait bizarre et même singulier, comme on n'en voit que dans la capitale. Car je l'ai vu, parfaitement vu, tenez. C'est à la 7e lucarne, là-haut, qu'il a paru d'abord. Il était à moitié nu. On a voulu le saisir, baste. Avec l'agilité d'un singe ou d'un somnambule, il s'était lancé sur le toit en criant à l'assassin. L'extrême imprudence de cette action me fait supposer... » Le badaud s'arrêta court, très vexé. Son interlocuteur venait de le quitter. Si c'était lui, pensait M. Verduret, si l'effroi avait désorganisé ce cerveau si merveilleusement disposé pour le crime. Tout en poursuivant son monologue, il avait joué des coudes et avait réussi à pénétrer dans la cour de l'hôtel. Là, au pied du grand escalier, M. Fanferlot, en compagnie de 3 physionomies singulières, attendait. « Eh bien » cria M. Verduret. Avec un louable ensemble, les 4 hommes tombèrent au port d'armes. « Le patron » dirent-ils. « Voyons » fit le gros homme avec un juron. « Qu'y a-t-il » ? « Il y a, patron, » reprit Fanferlot d'un air désolé, « il y a que je n'ai pas de chance. Voyez-vous, pour une fois que je tombe sur une vraie affaire, paf, mon criminel fait banqueroute. Alors, c'est Clameran qui... Eh oui, c'est lui. En m'apercevant ce matin, le gaillard a détalé comme un lièvre. D'un train, oh, mais d'un train. Je croyais qu'il irait comme cela jusqu'à Ivry, pour le moins. Pas du tout. Arrivé au boulevard des Écoles, une idée subite le prend, et il accourt ici. Très probablement, il venait chercher son magot. Il entre, que voit-il ? Mes 3 camarades ici présents. Cette vue a été pour lui comme un coup de marteau sur le front. Il s'est vu perdu, la raison a déménagé. Mais où est-il ? À la préfecture, sans doute. J'ai vu des sergents de ville le ficeler et le porter dans un fiacre. Alors arrive. C'est, en effet, dans une de ces cellules particulières, réservées aux hôtes dangereux, que M. Verduret et Fanferlot trouvèrent Clameran. On lui avait passé une camisole de force, et il se débattait furieusement entre 3 employés et un médecin qui voulait lui faire avaler une potion. « Au secours !» criait-il. « À moi ! À l'aide ! Ne le voyez-vous pas ? Il s'avance ! C'est mon frère ! Il veut m'empoisonner !» M. Verduret prit le médecin à part pour lui demander quelques renseignements. « Ce malheureux est perdu, » répondit le docteur. « Ce genre particulier d'indignation ne se guérit pas. Il croit qu'on veut l'empoisonner. Il repoussera toute boisson, toute nourriture. Et, quoi qu'on tente, il finira par mourir de faim, après avoir subi toutes les tortures du poison. » M. Verduret frissonnait en sortant de la préfecture. « Madame Fauvel est sauvée, » murmurait-il, « puisque c'est Dieu qui se charge de punir Clameran. » Avec tout cela, grommelait Fanferlot, je suis, moi, pour mes frais et pour mes peines.
Quel guignon !» « C'est vrai, » répondit M. Verduret. « Le dossier 113 ne sortira pas du greffe. Mais console-toi. Avant la fin du mois, je t'enverrai porter une lettre à un de mes amis. Et ce que tu perds en gloire, tu le rattraperas en argent. » Chapitre 25. 4 jours plus tard, un matin, M. Lecoq, le Lecoq officiel, celui qui ressemble à un chef de bureau, se promenait dans son cabinet, interrogeant à chaque moment la pendule. Enfin, on sonna, et la fidèle Janouille introduisit Madame Nina et Prosper Berthomy. « Ah » fit M. Lecoq, « vous êtes exacts, les amoureux, c'est bien. »« Nous ne sommes pas amoureux, monsieur, » répondit Madame Gipsy, « et il a fallu les ordres express de M. Verduret pour nous réunir une fois encore. Il nous a donné rendez-vous ici, chez vous. »« Très bien, » dit le policier célèbre. « Alors, veuillez attendre ici quelques instants, je vais le prévenir. » Pendant plus d'un quart d'heure, que Nina et Prosper restèrent seuls ensemble, ils n'échangèrent pas une parole. Enfin, une porte s'ouvrit et M. Verduret parut. Nina et Prosper voulaient se précipiter vers lui. Il les cloua à leur place d'un de ces regards auxquels on ne résiste pas. « Vous venez, leur dit-il d'un ton dur, pour connaître le secret de ma conduite. J'ai promis. Je tiendrai ma parole, quoi qu'il m'en coûte en ce moment. Écoutez-moi donc. Mon meilleur ami est un brave et loyal garçon, nommé Caldas. Cet ami était, il y a 18 mois, le plus heureux des hommes. Épris d'une jeune femme, il ne vivait que par elle et pour elle, et niais qu'il était, il s'imaginait que, lui devant tout, elle l'aimait. « Oui, » s'écria Gipsy, « oui, elle l'aimait. » Soit, elle l'aimait tant qu'un beau soir elle partit avec un autre. Sur le premier moment, Caldas, fou de douleur, voulait se tuer. Puis, réfléchissant, il se dit que mieux valait vivre et se venger. « Mais alors, » balbutia Prosper. « Alors, Caldas s'est vengé à sa manière, c'est-à-dire que sous les yeux de la femme qu'il a trahie, il a fait éclater son immense supériorité sur l'autre. Faible, lâche, inintelligent, l'autre roulait dans l'abîme. La puissante main de Caldas l'a retenu. Car vous avez compris, n'est-ce pas? La femme, c'est Nina. Le séducteur, c'est vous. Quant à Caldas, d'un geste violent, il fit sauter sa perruque et ses favoris, et la tête intelligente et fière du vrai Lecoq apparut. « Caldas !» s'écria Nina. « Non, pas Caldas, pas Verduret, non plus, mais Lecoq, l'agent de la sûreté. » Il y eut un moment de stupeur, après lequel M. Lecoq se retourna vers Prosper. « Ce n'est pas à moi seul, dit-il, que vous devez votre salut. Une femme, en ayant le courage de se confier à moi, m'a rendu la tâche facile. Cette femme est mademoiselle Madeleine. C'est à elle que j'avais juré que M. Fauvel ne saurait jamais rien. Votre lettre a rendu mes combinaisons impossibles. J'ai dit. » Il voulut regagner sa chambre, mais Nina lui barra le passage. « Caldas, disait-elle, je t'en conjure, je suis une malheureuse. Ah, si tu savais. Grâce, pitié. » Prosper sortit seul de chez M. Lecoq. Le 15 du mois dernier a été célébré, à l'église de Notre-Dame de Lorette, le mariage de M. Prosper Berthomy et de Mlle Madeleine Fauvel. La maison de banque est toujours rue de Provence, mais M. Fauvel, comptant se retirer à la campagne, en a changé la raison sociale, qui est maintenant Prosper Berthomy et Si.